Mesdames et messieurs, bonjour. Une fois de plus encore, c'est Cyril Crichet, Mout Moun. Et je comprends votre étonnement. Effectivement, vous avez bien lu. Il s'agit bien d'un noir. Le plus grand guerrier que la France ait jamais connu est un noir. Bertrand de Guesclin, de son vrai nom africain, Gley Aquin, déformé en Glesquin parce que les Français n'écoutaient pas bien ce nom. Il est le plus grand guerrier que la France ait jamais connu. Il a gagné des guerres, remporté des batailles pour la France et tracé les limites de la France actuelle dans ses conquêtes. Un homme brave, courageux et très fort à la peau noire en France. Et on le surnommait la drogue noire de Brocéliande par sa femme et le sanglier noir par tout le reste, y compris même ses amis. Né vers 320 à Bronx en France, décédé le 13 juillet 1320 à environ 60 ans d'âge à Châteauneuf de Randon au royaume de France. Il a servi vers 335 à 380 dans l'armée française. Il se fait remarquer dès son enfance par sa force, son habileté dans les exercices du corps. Bagarreur, il se sent la vocation de guerrier. Seulement le problème c'est que lorsqu'il demande à son père de le former pour être un chevalier, un guerrier, son père n'est pas d'accord, son père ne veut pas le faire. Et alors il va fuir la maison et va se réfugier auprès de son oncle. Arrivé auprès de son oncle dès son jeune âge, en fouillant la maison, il va participer à un tournoi de combat. En vrai, au départ, son oncle va refuser de le faire participer. Mais l'un de ses cousins qui va vite perdre son combat va lui prêter son armure. Donc vous comprenez que les armures de l'ancien temps, il y avait un casque où on fermait le visage. Il va alors mettre cette armure et va se mettre, va monter sur le ring ou je sais pas, qu'est-ce qui, en ce temps-là, il se battait dans quel milieu. Il va se battre avec 12 à 16 adversaires le même jour. Donc, y compris son père là-dedans. Seulement lorsque son père va monter sur le ring pour se battre, il va se courber pour montrer en fait un respect envers ce combattant parce qu'il ne voulait pas combattre son père. On va alors éliminer son père. Et le dernier combattant, le 16e combattant, qui va se battre avec lui, dans la foulée va enlever son casque et son père va voir le visage de son fils. Très fier de cela, son père va alors être content et l'encourager en fait à poursuivre ses ambitions de devenir guerrier. Donc quels sont en fait, quand il va devenir guerrier, il va alors rentrer dans l'armée française. Quels sont les conflits auxquels il a participé? Il a participé à la guerre des 100 ans et est devenu donc, dès le début de la guerre, il est devenu le personnage majeur de cette guerre. Il a participé à la guerre de succession de Bretagne, la première guerre civile de Castille et les batailles de Cochorel, d'Oreille, de Nadjera, de Montchel, de Pont-Valène et de Chise. Il est mort le 13 juillet 380. Le roi de France, Charles, lui rend hommage. Quel est en fait l'hommage que le roi de France va lui rendre? C'est un hommage très remarquable pour un homme noir dans les pays des Blancs. La reconnaissance politique que le roi Charles V veut témoigner à son connotable vaut à du Guesclin le privilège d'une quadruple sépulture. La
partition de son corps, division du corps. En fait, c'est quoi la quadruple sépulture? C'est qu'à sa mort, on va diviser son corps en 4 et on va les enterrer dans 4 différents endroits. C'est-à-dire, on va prendre le cœur, on l'enterre ailleurs, le corps, on l'enterre ailleurs, ce qui est dans le ventre, on l'enterre ailleurs, et la tête ou autre aussi, on l'enterre ailleurs. Donc, comment était en fait divisé son corps? On a le cœur, les entrailles, la chair, les ossements, avec des sépultures multiples, permet aussi la multiplication des cérémonies. Donc, il va avoir plusieurs cérémonies pour un même corps, plusieurs funérailles sur un même corps. Donc, les funérailles les plus importants sont ceux du corps, celui du corps. Donc, le corps va recevoir les funérailles les plus importantes, puis les funérailles du cœur, des chairs et les funérailles des entrailles. Et sont enterrés à des lieux différents, c'est-à-dire il va avoir plusieurs tombeaux. Il est honoré de cette façon par le roi de France. Mais quels sont les endroits au fait auxquels il a été enterré après sa mort? Donc, après sa mort, on a pris des parties pour aller enterrer. On a enlevé son cœur qu'on a dû réserver quelque part, le temps qu'on transportait son corps pour que l'on puisse en fait le momifier et l'enterrer. Il y a eu, je ne sais pas, sûrement une maladresse de momification de la part des spécialistes de la cour royale. Pendant que le chariot transportait son corps, c'est un nuage de mouches qui va poursuivre le chariot, qui va envahir le chariot. Ils vont alors prendre la décision de prendre son corps, de le bouillir. Ils vont le bouillir dans des feuilles aromatisées. Ils vont enlever la chair et enlever aussi les os. Donc, les viscères, la barbe, la moustache sont enterrés dans l'église du couvent des Dominicains. Ceux qui sont en France, vous pouvez aller vérifier. Bertrand de Guesclin. Les chairs sont inhumées au couvent de Cordeilles de Montferrand. Le squelette et le cœur dans le basilique royal de Saint-Denis, où le roi Charles V envisageait de se faire enterrer lui-même. Donc, qu'est-ce que cet homme a fait en fait pour la France? Il a fondé les royaumes de France, les frontières françaises que nous connaissons aujourd'hui, actuellement. C'est cet homme qui a fait des batailles à toutes les villes et qui a livré ces villes au roi de France. Donc, il a combattu les ennemis pour la France. Il a tracé les limites de la France que nous connaissons aujourd'hui. Malheureusement, la plupart des historiens français, depuis le 19e siècle, lorsque le racisme s'est développé en France, ont tenté de cacher et de démontrer que les origines de la famille de Guesclin étaient fantaisistes. Donc ici, ils ont blanchi le gars. Donc, il n'est plus noir, mais il devient blanc. Les manuels français fidèles à la tradition de Jules Ferry, fondés sur le devoir de la civilisation des races supérieures, passent sous silence les origines de Gley-Aquin, qui est Guesclin. Donc, c'est une histoire d'un noir qui défend la France, qui bâtit la France. Mais ce noir n'est pas en fait reconnu comme noir. Ce que je vous raconte, vous pouvez aller le retrouver sur Google. Vous écrivez simplement Bertrand de Guesclin, vous allez voir, tout va sortir. Ses amis le qualifiaient de noir comme un sanglier. Et tout le monde le qualifiait ainsi. Est-ce que quelqu'un qui est noir comme un sanglier peut devenir français? Je ne sais pas comment ça peut se faire. C'est un noir de naissance. Mais c'est ce noir qui a fait les frontières de la France que vous connaissez. C'est ce noir
qui a bâti cette France que vous connaissez. Et ne soyez pas étonnés que les Français ont toujours l'habitude de nationaliser les Noirs. C'est parce qu'ils connaissent la force des Noirs. Voici ce que souligne un auteur à ce propos. Ainsi, René Maron s'intéresse à cette histoire plagiée, a écrit et publié une biographie de Du Guesclin en soulignant ce pays doit son présent, sa modernité et son confort à l'Afrique, et a le culot de regarder l'Africain de même œil qu'un Mac regardait sa prostituée. Vous comprenez que cet écrivain, il est en fait révolté par le fait que De Guesclin n'est pas reconnu comme un noir. Si vous allez sur Google, vous écrivez, vous tapez ce nom, vous allez voir qu'on va vous montrer un homme blanc. Mais en réalité, De Guesclin est un noir. C'est un homme noir de peau noire qui est né en France. En fait, ce qui signifie qu'à cette époque-là, en réalité, le racisme, la peau, en fait, les origines n'étaient pas un problème. Mais c'est bien lorsqu'ils vont se mettre dans les histoires d'esclavage, de colonisation, qu'ils vont vouloir maintenant réduire les autres en infériorité. C'est là où l'histoire de Guesclin va disparaître. Mais allez sur Google, tapez De Guesclin, Berton de Guesclin, vous allez voir qu'on va vous parler de lui sans hésitation. Et il précise bien qu'il était noir comme un sanglier, mais seulement il ne peut plus en fait reconstituer sa vraie photo quand il était noir, parce qu'en fait ils ont perdu cette authenticité là. On ne peut plus retrouver en fait les photos qui prouvent que De Guesclin était noir. Bon, on ne dirait pas des photos, mais des représentations qui prouvent que De Guesclin était noir. Ils ont en fait perdu parce que ils se sont concentrés sur l'idée selon laquelle il fallait le blanchir. Je vous dis que les Africains ont fait des choses énormes et ça reste à découvrir. Ne nous sous-estimons pas. C'est nous les Africains qui avons bâti ce monde. C'est nous qui avons civilisé toutes les races du monde. Et ça, c'est juste à découvrir. Nous allons faire des recherches sur ça et chaque fois nous allons vous les exposer. Je vous remercie, c'était Cyril Crichet, Moutmoun. On se revoit pour une prochaine vidéo. À plus.